the workshop aimed at answering three main questions. How to make it possible for the economic union to also have a social face, how to make the link between the measures at the European level, but also linking that to what the citizens want, so ergo the expectations, and how to go beyond wishful thinking and give concrete proposals for more rapid actions. Well, the expectations often meet a great disappointment when it comes to social Europe for citizens. In the context of crisis, of course, we discussed during the workshop that despite signs of economic recovery in some of the member states, most of them still face economic and social difficulties with direct impact in the lives of most European citizens. Increase of poverty, unprecedented levels of unemployment, increase of inequality and social division, but also we came back a couple of times on the discrepancies between European countries. Social injustice is not the same in Germany and in Cyprus today. Faced to that, there is also a disappointment towards the ambiguous, what was called the ambiguous European strategy. That was, while they were taking, the EU was taking austerity measures to deal with the crisis, the consensus to build a social economy has been forgotten. And despite the talks for social improvement measures, the fundamental social rights in the treaties are not adequate when it comes to facing the crisis, or despite the launch of the European 2020 strategy, it doesn't really answer what is needed to reinforce the social dimension of the European Monetary Union. So this led for some in the workshop to a general loss of confidence in the European project, of course also to national leaders, but greatly in the European project. So before answering what EU can do or EU should do, it was also mentioned what the citizens actually want when it comes to social Europe. Well, people want employment, better living conditions, purchasing power, of course. They have been disappointed often by the European measures that have sometimes been seen as going in the opposite direction, but they also realize now more and more that that the answer comes from Europe. They can be opposed, they can be disappointed, they can be angry, but they also now agree and come to the realization that the EU is the level that has to go through deeper reforms to reach social justice and answer the equal opportunity. So what the EU can do today for a social Europe for citizens, the crisis has reminded us that beyond the economy, Europe is also a union of values, and that we need to turn these values into policy making to find the political will to strengthen the social Europe Union, to bring the principle of solidarity at the core of the European project, to use the calendar and put Europe back in the debates, especially now that we are soon having the European elections, and also fight national prejudices and communicate on the ground. There were many examples. I want to come to maybe two in fighting the national prejudices, how to address also it comes to the local powers, local leaders, local civil society organizations, also to emphasize that European policy making is not just a summit every couple of months, that we are dependent on each other and have a lot of common potentials, and also that we have to address the mass media, giving examples to day-to-day life and maybe going out of giving complex financial glossaries when it comes to giving faces to figures for the crisis. And also, I mean, when what the EU can do, we should talk about money. We were comparing the cows and the young Europeans. The European Union has invested 800 billion to save the banks and 6 billion to support European youth. So this is what EU level can do, but what they should do, we also discussed the strategies for the civil society to convey their messages, ensure minimum engagement of civil society at the national level, local level, would empower them to give input to policy designs. There were some examples also given of initiatives on organizing cross-partisan approaches and meetings to think about the future of Europe, to approach, again, European Parliament candidates
parties to communicate on the grassroots level. The occasion of the elections is I mean, the momentum to use. Civil society as also organizations and structures that can bridge the gap for citizens to access the information on their rights. And finally, we came to a list of proposals under the headline 5 years to save the Union. You might have seen the presentation. 5 years to save the Union, concrete proposals, bring cohesion back, universal and equal access to social services, education, healthcare, social security system, access to justice, equal opportunity for employment, not only access to labor market, but also possibility for personal development, stronger workers' rights. We have discussed in the past the debate on European minimum income level. They would like to reintroduce this debate, but also more broadly about income schemes and pensions debates. To discuss, again, put on the table the freedom of movement, not only to create fair labor market, to strengthen mobility, but also to overcome economic obstacles and administrative hurdles. Also to respect the fundamental rights for everyone living in Europe, including the migrants. Finally, invest in youth. It was discussed also in the first workshop. Talking about money, talking about the youth guarantee, to have sufficient budgets to ensure that the measure will actually deliver, and invest in culture and education, well, the future of Europe. Thank you. Thank you very much, Mana. So now the same format as before. The two presidents and the vice presidents of the groups here in the ESC will have a couple of minutes to respond to those. And this time I'd like to invite Ms. Klasnic to start. Danke. Wenn Sie gemeint haben, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden muss und gefestigt werden muss und dass das Thema Beschäftigung, bessere Lebensbedingungen und vieles mehr ein Thema ist, dann glaube ich, dass wir eine gute Balance brauchen im sozialen und solidarischen Bereich und vor allem eine Vorsorge, dass Bildung möglich ist, und zwar in allen Nationen und an vielen Plätzen und nicht nur für bestimmte, und dass sie vor allem auch den Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen haben. Sie haben auch angesprochen, die jungen Menschen. Ich gebe dazu, dass wir eine Bevölkerungspyramide haben, wo die Menschen immer älter werden. Das ist ein Thema für die Zukunft. Entschuldigung. Und vor allem sollen wir in dieser Frage, naja, ist nicht meine Stunde, sollen wir in dieser Frage Frauen und Männer ganz besonders vor allem auch wissen, dass Frauen eine besondere Stütze brauchen in bestimmten Bereichen. Ich möchte nur ein Thema herausnehmen, das Sie angesprochen haben, bisschen des Krieges ist Sport. Sie haben die Medien angesprochen. Vielleicht gelingt es auf Zeit, dass die Medien europaweit in der Lage sind, einmal positive Nachrichten über die Arbeit in Brüssel und in Straßburg zu bringen. Und nicht, dass nur das, was im nationalen Gebiet ist, gut ist und was in Brüssel geschieht, ist schlecht. Daran müssen wir arbeiten und ich hoffe, da hilft uns wer. Keine Stimme. Danke. Thank you very much. And George? Merci. Félicitations de nouveau à Mana pour ce résumé. Alors, je me permettrai d'ajouter un élément. C'est bien l'exemple avec les vaches et les jeunes. On consacre, M. Barroso est venu dans cette salle pour nous annoncer qu'il avait prévu 6 milliards sur 7 ans. Sur 7 ans. Alors, je lui ai adressé la parole en disant, mais monsieur le président, avec cette somme-là, vous prétendez trouver un emploi pour 500 000 jeunes. À ce moment-là, selon Eurostat, le nombre de jeunes chômeurs était 5 millions. Et Barroso a répondu à juste titre, donnez-moi plus d'argent et je mettrai plus. Il y a eu des études qui ont été faites, selon lesquelles, pour résorber de manière significative le chômage
en général et en particulier le chômage des jeunes, il faudra investir 21 milliards par an. Et la réponse est, on n'a pas l'argent. Je regrette. Quand on veut trouver l'argent, on le trouve. C'est très bien d'ailleurs que Mana ait évoqué les 800 milliards qui ont été consacrés pour renflouer les banques. Et que les citoyens ont été taxés de payer cet argent. Maintenant, avec Mme Klachnik, je crois que si j'étais syndicaliste dans son entreprise, on s'entendrait bien. Et je dis ça, ce n'est pas la première fois. Nous, comme mouvement syndical, nous défendons les travailleurs salariés, bien sûr, mais nous sommes conscients qu'il ne peut pas avoir de progrès s'il n'y a pas des entreprises qui respectent, bien sûr, les normes de travail, des entreprises qui sont respectueuses de l'homme et de la femme. Malheureusement, et je vais m'arrêter là, on reste dans un raisonnement qui veut qu'on ait une croissance pour que les gens ne crèvent pas de faim. Et moi, je dis que ce n'est pas correct. Quand la productivité a augmenté tellement sur ces 30 dernières années, où sont les bénéfices? Où sont ceux qui ont gagné tout cet argent pour l'investir aujourd'hui et, je dirais, amadouer la peine dont souffrent beaucoup de citoyens? Donc, il est temps de cesser de raisonner uniquement en termes de croissance et se dire que quand il n'y a pas de croissance, cette Europe sociale, elle est là pour s'occuper des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont dans la misère. Et je m'arrête là. Thank you very much. Our apologies for the technical difficulties. I think it's just with the interpretation into English. We're trying to get it fixed. So thank you for your patience while we try to fix it. But in the meantime, Luca. Oui, quelques petites réflexions. Alors la première, moi, je pense que les chiffres dont on est parti au tout début, 13 € par vache contre 1,2 par jeune, peut-être ils ont commencé un peu à changer avec le nouveau budget pluriannuel. On a diminué un peu l'argent pour les vaches et on a commencé à mettre quelque chose pour les jeunes. Hein. Même s'il n'est pas suffisant, il est largement inférieur, comme le disait Georges, par rapport à ce qu'ils nécessitent. Et en plus, il faut se rappeler que si on a eu 6 milliards de financement pour la Youth Guarantee, on a eu une diminution globale du Fonds social européen de 15 milliards. Et si on considère ce que le commissaire Andor avait demandé pour faire face aux exigences, c'est même 25. Donc l'équilibre final, ce qui a fait de la politique, c'est que est encore négatif. Mais quand même, on a commencé à l'équilibrer. Deuxièmement, il faut se rappeler que la politique agricole européenne a été une des plus grandes réussites de l'Union européenne. En termes de garantie de la sécurité alimentaire de l'Europe, en termes de production et de contribution à la richesse européenne, et en termes de cohésion territoriale et de cohésion sociale. Non, oui, c'est vrai que peut-être on a trop mis dans les vaches et pas suffisamment dans les autres, mais c'est vrai aussi que dans ce cadre, on a réalisé cet équilibre dont on a parlé jusqu'à présent. Hein. On a garanti les territoires, on a accompagné les transitions, on a soutenu des entreprises, mais on a soutenu aussi la cohésion. On a fait exactement cet équilibre. Deuxièmement, dans la direction du rapport très remarquable de notre rapporteuse, je voudrais rappeler que, si je ne m'abuse pas, mais ici il y a des experts du traité qui connaissent par cœur tous les détails, mais autour de 50% des dispositions de l'ensemble des traités de Lisbonne, ils concernent la dimension sociale. Quand on parle de la dimension sociale des politiques européennes, de l'OM ou de l'Union européenne, on parle de 50% des dispositions du traité, pas simplement du protocole à l'annexe ou de la condition ou des conditions horizontales, etc. On parle de 50% des dispositions du traité, pas simplement de la charte des droits fondamentaux. Et donc, il faut retourner au traité et à la balance des traités. Il faut absolument retourner à cette balance. Troisième réflexion, et je conclus sur ça,
sur la nécessité de remettre au centre de toute politique, de toute action économique, les conditions réelles de vie, l'économie réelle. Je me rappelle qu'au tout début de la crise, c'était l'automne 2008, j'avais été invité dans une colloque au Collège des Bernardins à Paris. Les Français le connaissent très bien. Donc c'était un débat. Moi, je représentais un peu l'âme civique et à mon côté, il y avait le président directeur général de Danone, une grande multinationale, lequel nous disait, donc moi, vous savez, Danone produit des yaourts, du lait, des fromages. Donc quel est le profit qu'on peut tirer de la production de fromage, de lait, de yaourts? 2%. Mes actionnaires me demandent d'avoir un retour de 15 à 18% sur leur investissement. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 40% de l'argent que je prends des actionnaires et je les mets dans la spéculation, dans la finance. Exactement ce que pour Danone a été positif et pour Parmalat en Italie a été le désastre, parce qu'il a éclaté. Donc la vraie question qu'on n'a pas abordée, c'est qu'une bonne partie de l'économie s'est mise au service de la production de richesses par le papier et pas de l'économie réelle. Ni des entreprises, ni des travailleurs, ni des familles, ni des citoyens, ni des pauvres, ni des jeunes, ni des personnes âgées. Il faut remettre au centre ces préoccupations. Et si on met au centre ces préoccupations, à mon avis, il y aura beaucoup plus d'alliances possibles entre producteurs et citoyens de ce qu'on voit aujourd'hui entre une séparation entre entreprises, travailleurs et citoyens. Parce que là, c'est la réalité de notre vie, de nos conditions de vie. On est tous des consommateurs, on est tous intéressés à améliorer nos conditions de vie, on a tous des enfants, on a tous des personnes âgées qui ont des problèmes de santé à se soigner. Donc, on partage l'ensemble de ces dimensions. Et il faut la tenir ensemble. Donc, remettre au centre les meilleures conditions de vie, à mon avis, c'est la clé de voûte pour changer un peu et retourner à un équilibre qui est enfin l'équilibre des traités qui sont assez clairs et qu'il faudrait commencer à respecter un peu plus. Merci. Thank you very much, Luca, for that analysis. And now going through the last theme of the workshops, which was related to citizenship and related governance issue within the EU. And having discussed the issue of the rights of citizens, I think that you've been also discussing quite a lot about the treaties, and I've been hearing the word constitution several times in different rooms during the day, and definitely it could be interesting to know, and this is the last question, so the last opportunity for you to win. No, there is still another one. It's the one before the last before the last one. Opportunity for you to win a pot of honey, which is actually about how many articles there are in the Lisbon Treaty. It was the first one. Very straightforward. Congratulations.